Je dois bien avouer qu'Oshinoko me met des étoiles plein les yeux. Salut, c'est Fat Black et aujourd'hui bienvenue pour cette review du second épisode d'Oshinoko. Mais avant toute chose, et je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo je crois, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez mater l'opening dans sa version intégrale faite par Yo Asobi. Déjà parce que le son est super cool, mais ensuite parce que si vous l'avez pas fait avec des sous-titres, c'est une plus-value non négligeable. On dit souvent que les artistes mettent une partie d'eux-mêmes dans leur art, et ben cet opening le reflète plutôt bien, parce qu'il nous transmet pas mal des doutes et angoisses d'Ai sur sa capacité à aimer, sa conscience des choses, que ce soit l'environnement compétitif et cruel qui l'entoure, sa vision des fans et de la popularité, le tout en parvenant à être assez émouvant. Donc vraiment, matez le clip avec la traduction, c'est vraiment génial. Je vous ai mis le lien en description. Ensuite, en ce qui concerne ce qui se passe dans cet épisode, il s'est passé essentiellement entre les deux dernières scènes du précédent épisode, c'est-à-dire après la mort d'Ai. Et avant le moment où on voit Ruby et Aqua partir pour leur lycée. En gros, pendant cet épisode, on les voit durant leurs années collège, et c'est en quelque sorte une seconde préquelle. C'est un peu beaucoup, mais c'est un peu une seconde préquelle à ce qui va se passer dans la série, parce que c'est vraiment au moment où ils arrivent au lycée que l'histoire d'Oshinoko commence. Mais l'épisode 1 était quand même vraiment essentiel pour introduire l'histoire. Mais du coup, dans cet épisode, il se passe plusieurs choses, mais pas autant forcément que dans le premier. Concrètement, ce qu'on voit dans cet épisode, c'est Ruby tenter de devenir une idole, Aqua tenter de l'en empêcher, voir Aqua comprendre qu'il peut devenir un acteur grâce au conseil du réalisateur, et enfin voir Aqua et Ruby rejoindre leur lycée, dans laquelle il y a une branche artistique. Mais avant toute chose, j'avais bien dit que je le répéterais, avant de reviewer ce second épisode, je me dis qu'il serait quand même plutôt intéressant de reviewer le premier, et de voir ce qu'il y avait de réellement intéressant au sein de ce premier épisode, qui vraiment était excellent, et contenait énormément de choses, énormément d'éléments, et du coup, commençons par ça. Du coup, ce premier épisode d'Oshinoko, il nous permet de mettre en avant deux grosses notions, selon moi, il y en a d'autres, mais les deux principales, on va dire, c'est l'amour et le mensonge, c'est comme ça qu'est présentée la série, je crois même que c'est sur les couvertures. Et pourquoi ces deux notions en particulier? L'une est le prénom d'un des personnages principaux de cet épisode, et la seconde, la valeur que prône ce personnage, tout simplement. Mais à travers ces deux notions, ce que l'anime nous présente réellement, c'est quand même le monde artistique et ses problèmes. Dans ce premier épisode, on voit pas mal de choses, notamment l'hypocrisie des équipes qui travaillent avec les artistes, qui cherchent à profiter au maximum de leur talent en n'ayant pas grand chose à faire de leurs conditions de vie et de ce qui peut réellement leur arriver. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils peuvent en tirer, ce qui peut se comprendre, c'est une industrie. Mais ça met en avant une notion que je développerai plus tard, mais c'est la déshumanisation des artistes. Les artistes sont des produits plus que des personnes dont on peut tirer tout ce dont on a besoin, comme je le disais précédemment. On voit également le syndrome de la pureté, qui est introduit dans cet épisode, mais qui sera développé davantage par la suite dans la série. Mais globalement, le syndrome de la pureté, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et là je vais être je vais présenter la chose assez grossièrement, mais c'est une idée qui n'est pas particulièrement propre au milieu des idoles, c'est une idée qui est présente dans pas mal de pays. C'est l'idée en fait que une fille, c'est généralement les filles, je sais pas si le syndrome existe du côté des mecs, enfin j'imagine, mais c'est quand même vachement plus pour les filles. C'est l'idée que pour être pure, elle ne doit pas avoir de relations sexuelles, parfois même de relations sentimentales. Là c'est quand même un peu plus propre au milieu des idoles et à cette industrie-là. Mais vraiment c'est ça, c'est l'idée que pour être pure, une personne doit se comporter de cette façon. Et dans l'industrie des idoles, des chanteuses, etc., c'est quelque chose qui est très présent. L'idée que pour plaire à son public, une artiste doit être pure pour ses fans, doit concrètement, puisqu'elle leur vend d'une certaine façon du rêve, elle leur vend le fait de les aimer, le fait d'être, je sais pas, proche d'eux, sincère avec eux. Elle doit de cette façon être pure pour eux, parce que ça leur donne à chacun l'idée qu'ils pourront être son premier amour ou quelque chose comme ça. Et du coup c'est quelque chose qui dans l'épisode de Oshinoko a été en partie introduit et qui encore une fois de mon point de vue contribue à cette un peu déshumanisation des artistes.
On voit également dans cet épisode, à travers le personnage d'Ai, le désir pour des artistes d'avoir une vie en partie plus ordinaire, mais d'aussi vouloir plus simplement concilier les deux, d'avoir cette vie de star d'un côté, mais également d'avoir une vie de famille, tout simplement, d'avoir une vie normale, et みんな気づいてないけど、私たちにも心と人生があるし、母親としての幸せとアイドルとしての幸せ、普通は片方かもしれないけど、どっちも欲しい。 Et on voit que socialement, c'est considéré comme impossible de concilier les deux. Et on voit que lorsqu'on tente de concilier les deux, des drames peuvent se produire. Malheureusement. Et ces drames se produisent assez souvent en partie à cause de la toxicité des fans, qui objectivisent la star dont ils sont fans. Mais ces stars ne sont pas transformées en objets uniquement par leurs fans, ils le sont aussi par le staff qui travaille avec eux, par les médias, qui présentent ces artistes comme réellement des produits dont on peut obtenir ce qu'on veut. Le staff cherche à obtenir de l'argent et parfois même du pouvoir grâce à ces artistes, les médias concrètement à gagner de l'argent, et les fans les plus absolus et zélés qui ne représentent pas la majeure partie des fans recherchent et s'imaginent trouver une relation parasociale avec l'artiste dont ils sont fans et s'imaginent vraiment être proches de lui et ont l'impression que les paroles des chansons leur sont destinées à eux personnellement, ce qui peut les conduire à commettre des actes irréparables, comme on a pu le voir dans la fin du premier épisode. L'épisode nous introduit également doucement des problématiques un peu plus 2.0 qui accentuent les problèmes que j'ai présentés précédemment. C'est la problématique des réseaux sociaux qui sont une véritable épée de Damoclès dans ce milieu-là, parce qu'ils peuvent autant être un catalyseur pour la carrière des artistes qu'un couteau sous la gorge. Dans le sens où, dans ce premier épisode, on a pu voir à certains moments des fans qui critiquaient Ai sur les réseaux sociaux en partie à cause de leur obsession pour le personnage. Et cette obsession, elle allait pour le coup des deux côtés, que ce soit du côté de Ruby, qu'on voyait en partie sur les réseaux sociaux durant l'épisode, ou que ce soit des fans qui veulent défendre ou critiquer ou guerroyer corps et âme à propos de leurs artistes, quitte à parfois aller extrêmement loin. Dans cet épisode, au niveau des réseaux sociaux, ça n'a pas atteint ce stade. エゴサしよう。痛いとこつくな。 Mais ça peut l'atteindre parfois dans la réalité. On l'a vu également à la fin de l'épisode, avec des fans qui continuaient de critiquer Ai après sa mort, où on y voit Ruby toujours sur le téléphone qui n'arrive pas à comprendre à quel point on peut critiquer quelqu'un qui est mort, tout simplement parce qu'elle voulait mener une vie normale. Puisqu'à la fin de cet épisode, Ai est critiquée car des personnes s'imaginent qu'elle a eu un amant ou une vie sentimentale ou ce genre de choses, ce qui n'est pas loin de la vérité. Et de cette façon, elle l'avait à leurs yeux quelque part bien cherché. しゃーなしって何？ねえ、アイドルが恋愛したら殺されても仕方ないのね。なわけないでしょ。自分は散々アイドルにガチ恋しておいてさ。なんでネットってこうなの？有名だったら何言われても仕方ないの？有名性って何？お客様は神様みたいなこと言ってさ、それはお前らの使うセリフじゃねえんだよ。傷つけられる側が自分を納得させるために使う言葉を。人を傷つける名作より使うな。 Et cette vision des artistes que certaines personnes ont, qui n'arrivent pas à comprendre que ce sont des personnes normales, qui veulent tout simplement avoir une vie privée, ou avoir une vie, tout simplement, comme tout le monde, être heureux, avoir des enfants, ce genre de choses, qui sont des rêves somme toute normales, en tout cas ça ne me choque pas personnellement. Eh bien, pour moi, ce sont des personnes qui objectivisent les artistes et les voient comme des produits plus que comme des personnes. 人間っぽくないのを求めてるのはそっちじゃん。全部がさ、いつも一番喜んでもらえる笑顔をやってる。私は嘘でできてるし。 Ce qui est un problème, malheureusement, et dénote souvent d'un problème personnel, j'imagine. Et j'apprécie le fait qu'un animé arrive à dénoncer autant de choses, arrive à mettre la lumière sur autant de choses dans un épisode de 90 minutes. C'est assez intéressant. Mais à côté de ça, le gros moment qui dénotait de quelque chose dans cet épisode, selon moi, ça restait quand même la mort de Ai, qui était intéressante sur plusieurs niveaux.
D'un point de vue développement de personnage, le personnage va être d'une certaine façon le moteur de l'histoire, et la quête d'Aqua va être de découvrir qui était l'amant qu'elle avait eu. Et durant cette enquête, le personnage d'Ai, bien qu'il soit mort, va continuer à être développé. Et ça j'aime bien. C'est une manière, alors entre très grosses guillemets, c'est une manière originale de développer un personnage. Et d'un point de vue scénaristique, sa mort permet de donner un enjeu à Aqua et de faire avancer l'intrigue. Ensuite, sa mort elle est également intéressante pour ce qu'elle révèle de l'industrie du spectacle. Je parlais du syndrome de la pureté et de la toxicité des fans précédemment. Et bien la mort d'Ai, c'est une tristement parfaite représentation de cette industrie. En ayant simplement voulu mener sa vie comme elle le souhaitait, elle a été jugée et traitée comme une paria post-mortem, considérait qu'elle méritait presque de mourir. Ce qui est malheureusement un reflet de la réalité de notre monde, avec des artistes qui se font suivre, agressés, tués, pour avoir commis le crime tout simplement d'être en couple ou de chercher à être heureux. Je vous recommande cette vidéo de Tev ici Japon sur le sujet, si le monde des idols vous intéresse un peu. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas propre qu'à ce milieu, ce phénomène-là. C'est propre à l'industrie du spectacle parfois en général. C'est beaucoup plus poussé sur cette industrie-là, sur l'industrie des idols, parce que y a cette espèce de tentative de proximité qui est tentée d'être créée avec, entre les artistes et leurs fans, que ce soit dans les chansons qui sont réalisées ou dans la proximité qu'il peut y avoir davantage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce qui est quelque chose d'assez malsain, je trouve. Et là pour le coup c'est vraiment un avis personnel, c'est quelque chose de malsain, cette proximité extrême qui est créée entre les artistes et leurs fans, qui concrètement pensent réellement faire partie de la vie de l'artiste qu'ils apprécient. Et c'est quelque chose qu'il faut éviter. Enfin, un artiste dont vous êtes fan, quel que soit le milieu, c'est pas votre ami. Un artiste dont vous êtes fan, quel que soit son milieu, que ce soit une idol comme dans le cas de Shinoko, ou un youtubeur, dans un cadre un petit peu plus occidental, même si je sais qu'il y a des youtubeurs aussi au Japon, mais c'est ce qui s'en rapproche selon moi le plus dans nos contrées. Bah, peu importe le degré de proximité que cette personne essaiera de créer dans ses vidéos, ou la sensation de proximité que vous allez ressentir en les voyant, vous n'êtes pas proche de cette personne. Enfin, j'espère que vous le pensez pas, du coup. Mais oui, c'est ce jeu de la proximité qui est créé sur les réseaux sociaux, sur scène, ce genre de choses, c'est aussi quelque chose d'assez dangereux, qui ne devrait pas l'être. Enfin, le fait de dire je t'aime à son public dans une chanson, ça devrait pas mener à ce qu'un fan tue, parce que le fan s'est imaginé être en couple avec l'artiste, mais malheureusement aujourd'hui c'est le cas. Je sais pas comment on pourrait changer ça, mais voilà. Mais à côté de ça, ce qui est triste et qui est pas tant mis en avant que ça dans la série, je trouve, alors que ça reste une réalité, c'est que au fond, Ai c'était qu'une ado, une très jeune adulte. Elle avait 19 ans au moment où elle est morte, et elle est morte, encore une fois, je sais que je le répète, mais elle est morte tout simplement pour avoir rêvé d'avoir une famille et de continuer à être une star en parallèle. Et son erreur, vraiment, entre guillemets, ça a été de refuser de choisir entre les deux. 幸せってところだけは本当でいたいよね。みんな気づいてないけど、私たちにも心と人生があるし。Mais du coup, ouais, vraiment, je trouve ça assez fort de la part de l'anime d'avoir, encore une fois, en 90 minutes, présenté ne serait-ce que toutes ces choses, en plus de toutes les autres qu'il a présentées, et dont je n'avais pas pensé à parler. Mais voilà, c'est assez ouf. Et du coup, on va pouvoir passer à ce qui se passe au sein du second épisode. Second épisode qui adapte 3 chapitres, le chapitre 11, 12 et 13. Le premier épisode adaptait quant à lui les 10 premiers chapitres, à savoir le premier tome de la série. Mais du coup, dans ce second épisode, ce qui est assez intéressant, c'est de présenter un petit peu ce côté survie, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans le milieu des idols. Énormément d'appelés pour très peu d'élus, dans le sens où, dans cet épisode, on voit au début la tentative de Ruby d'intégrer l'école artistique qu'elle intégrera finalement à la fin de l'épisode. On nous met en scène, en fait, ce qui pourrait être la réalité de nombreuses jeunes filles qui se font refuser dans ce genre d'école, avec le nombre de participantes versus le nombre de candidates réussies. Et c'est quelque chose qui nous permet de voir que vraiment ce n'est pas un milieu accessible, ce qui est normal. Dans ce milieu, on cherche à vendre du rêve, et on ne vend pas du rêve avec la norme. Ça a du sens de mon point de vue.
Et du coup, ouais, c'est assez chaud, n'empêche, pour toutes les personnes qui sont recalées. Ce qui était intéressant de voir également, c'était le petit message sur les rêves et les objectifs du réalisateur, qui explique, et ça c'était l'instant un petit peu Shonen Neketsu. ガキが夢見なきゃ誰が夢見んだよ。やりてえこと諦めるなんて大学生になってからでもまだ早いぞ。いいか、20年夢を見続けてる中年からのアドバイスだ。一度しか言わねえからよく聞けよ。誰にでも夢を見る権利はある。 Le réalisateur qui explique à Aqua que c'est pas parce que on ne réussit pas une ou deux fois, qu'on fait face à un ou deux échecs, qu'on ne doit pas se ressaisir et tenter de réussir ses objectifs et tenter de réaliser ses rêves, etc. C'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié. C'est plutôt sympa de développer ce genre de motivation, toujours dans les animes, même si ça reste un classique. Et surtout, ce qui était le plus intéressant de mon point de vue, c'était de voir dans cet épisode les deux phases du deuil. Dans le sens où Ruby et Aqua font tous les deux face au deuil de la mort d'Ai dans le précédent épisode. Et on les voit 10 ans après son décès, ou quelque chose comme ça, pas loin. Je sais plus exactement le chiffre. Et globalement, on voit que Ruby a réussi à faire son deuil et comment dire, entre guillemets, tire de son décès quelque chose de positif. Elle veut ressembler à sa mère et elle veut réussir comme sa mère. Elle en a tiré une ambition du décès d'Ai. Je dis sa mère, mais voilà, hein, c'est pas vraiment sa mère, elle est réincarnée, donc voilà. Elle a réussi à tirer du positif du décès d'Ai. Et à côté, on voit Aqua, pour qui c'est un petit peu plus compliqué, qui lui n'a clairement pas fait le deuil d'Ai, qui concrètement cherche encore à se venger, à trouver l'auteur du crime, qui cherche à trouver l'auteur du meurtre d'Ai. Pas celui qui l'a tué directement, mais celui qui aurait commandité son meurtre ou qui aurait donné l'information qui aurait permis à son meurtrier de la trouver. Et du coup, on voit que pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. Il en a tiré quelque chose lui aussi. Il souhaite devenir acteur d'une certaine façon, dans la mesure où c'est ce que Ai lui a dit qu'il deviendrait au moment de sa mort. Et il avait développé une obsession telle pour Ai que le fait d'entendre ces derniers mots lui a donné en partie cette obsession-là à lui aussi de devenir un artiste. Il est moins motivé que Ruby quand même à devenir réellement un artiste. Pour lui, c'est une voie qui peut se permettre d'occulter parce qu'il a une autre façon en tête pour réussir à accomplir ses objectifs. Mais on voit en fait un personnage qui n'arrive pas à passer outre le décès d'une proche. On peut quand même les qualifier de proche à la mesure où il a vécu 3 ans avec elle, si ce n'est même plus durant le temps où elle était enceinte. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir aussi que de mon point de vue, Aqua est un personnage qui a un archétype de fan un peu malsain, et ça c'est pas très appuyé dans la série. C'est dit un petit peu sur le ton de la blague dans le premier épisode où on voit avec sa collègue médecin déconner un petit peu sur le côté c'est pas trop de votre âge, vous avez 33 ans, elle en a 16, etc. etc. 先生のハマりっぷりってなんか生々しくてサリナちゃんにかこつけて自分の欲望を解放してるだけなんじゃ。 Et à côté dans la série on le voit pas tenter de faire réellement quelque chose avec elle, il a même tendance à esquiver le truc, il cherche pas à téter son sein, etc. Donc il est pas obsédé par le personnage de cette façon, encore que j'en suis pas sûr. J'arrive à comprendre pour quelle raison il le fait pas, c'est assez évident, mais j'arrive pas très bien à jauger s'il en a envie ou pas, bref. Mais le simple fait d'avoir eu en tête de se réincarner en le bébé de la star dont il est fan, c'est quand même assez étrange comme aspiration, même si c'était pas un rêve appuyé de sa part, c'était une imagination, et ça s'est transformé en réalité. Mais ouais, j'avoue que j'ai un peu du mal à l'exprimer. C'est pas très clair, mais si vous voyez ce que je veux dire, n'hésitez pas à rebondir sur ce que je dis en commentaire. Mais ça reste quand même de mon point de vue un fan un petit peu étrange, voilà. On a également eu le droit aux retrouvailles avec Kana, la prodige qui beurre sur demande. Oui bon, beurre, pleure, c'est pareil, voilà. Et du coup, même si ce second épisode était moins dense, il était quand même intéressant parce qu'il pose encore un peu plus les bases de ce vers quoi va aller la série et permet de voir comment les personnages sont arrivés dans leur lycée artistique, même si Aqua est en filière générale. Ça permet de montrer un petit peu ce qu'il faut faire pour arriver dans ce genre d'établissement. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est l'une des portes d'entrée possibles pour accéder à ce milieu. Donc voilà.
hâte de voir le prochain épisode, hâte de voir les prochains épisodes même si je sais de quoi ils vont parler. Sur ce, je vous laisse avec le message habituel. Likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous sentez. Mais surtout commentez. Foncez voir Oshinoko, vraiment. Si vous arrivez à ce moment de la vidéo et que vous n'avez pas vu l'épisode, c'est quand même un peu chelou. Mais foncez voir l'animé, kiffez, vraiment kiffez, c'est cool. Voilà. Sur ce, salut les gens.